Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Le journal Gisèle Cage. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal d'information. Voici le titre de ce dimanche soir. 2 novembre, journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. L'édition 2025 met en lumière les violences sexistes facilitées par l'intelligence artificielle à l'égard des femmes journalistes, tout en rendant hommage aux professionnels tombés en République démocratique du Congo. Kindu accueille la 2e conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures. Une rencontre stratégique pour promouvoir les atouts économiques du Maniema, attirer les investisseurs et placer le bien-être des populations au cœur du développement. Kasaï oriental, Evelyne Mbata, en mission pour renforcer le rôle des femmes dans la paix. L'invité du journal accompagne la mise en œuvre de la résolution 1325 à Mbujimaï et appelle à un engagement fort des autorités provinciales. Ouverture de ce journal avec une information en provenance des États-Unis ce dimanche. Massad Boulos, conseiller du président américain pour l'Afrique, a salué les avancées vers la paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cette déclaration fait suite à des entretiens avec le président congolais Félix Tshisekedi et le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe. Sur son compte X, Massad Boulos a indiqué que les échanges avec le président Tshisekedi ont permis de concrétiser des engagements en faveur de la paix et de la prospérité en RDC. Il a également précisé qu'avec le ministre rwandais, ils ont passé en revue les progrès réalisés dans le cadre de l'accord de paix de Washington, notamment la mise en œuvre du concept d'opération. Les discussions ont aussi porté sur l'évolution du processus complémentaire de Doha qui vise un règlement pacifique entre la RDC et l'AFC M23. Le conseiller américain a insisté sur l'importance d'une mise en œuvre rapide et intégrale de l'accord de Washington, tout en soulignant l'engagement constant du président Paul Kagame à atteindre cet objectif. Poursuivons ce journal avec une célébration importante. Ce 2 novembre marque la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Cette journée mondiale rend hommage aux professionnels de l'information tués dans l'exercice de leur métier, souvent dans des circonstances tragiques. En République démocratique du Congo, cette commémoration ravive les souvenirs des journalistes tels que Serge Maeshe et Didas Namujimbo de Radio Okapi, ainsi que Bapoua Mwamba parmi d'autres confrères disparus. L'édition 2025 met en lumière un thème particulièrement actuel, sensibiliser à la violence sexiste facilitée par l'intelligence artificielle à l'égard des femmes journalistes. Jean Gandou nous apporte un éclairage sur la portée de cette journée et les enjeux cruciaux qu'elle soulève pour la liberté de la presse et la sécurité des journalistes. Cette journée a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2013. Elle rend hommage aux journalistes Ghislaine Dupont et Claude Vernon de RFI, assassinés au Mali le 2 novembre de la même année. Objectif de la journée, dénoncer les violences physiques, psychologiques et numériques contre les journalistes, combattre l'impunité des auteurs des crimes contre les professionnels de médias, promouvoir la liberté d'expression comme pilier de la démocratie et encourager les États à enquêter et poursuivre les responsables tout en protégeant les droits à l'information pour tous. Cette année, le thème est sensibiliser à la violence sexiste facilitée par l'intelligence artificielle à l'égard des femmes journalistes. Il est question de mettre l'accent sur des menaces numériques dont le harcèlement genré et la désinformation ciblée. Notons que l'instauration de cette journée vise aussi à mobiliser les médias, les plateformes, les écoles de journalisme et la société civile pour renforcer la sécurité des femmes journalistes. À savoir qu'à travers le monde, les journalistes sont de plus en plus exposés à des menaces disproportionnées. Ce sont notamment les exécutions extrajudiciaires, les tortures, les détentions arbitraires ainsi que le harcèlement en ligne.
À l'occasion de cette journée des commémorations, Radio Okapi rend hommage solennel à deux de ses journalistes du Bukavu, Serge Maheshe et Didas Namujimbo, lâchement assassinés après avoir exercé leur métier avec passion, courage et intégrité. Leur mémoire reste vivante dans le cœur de leurs collègues et dans l'histoire du journalisme congolais. Pour marquer cette journée, nous vous proposons de suivre le témoignage d'Amadouba, directeur adjoint de la Radio Okapi, qui revient sur leur parcours, leur engagement et l'héritage qu'ils laissent à la profession. Ils étaient jeunes, talentueux et profondément engagés dans leur mission d'informer. Serge Maheshe et Didas Namujimbo faisaient partie de la rédaction de Radio Okapi à Bukavu. Leur voix, leur rigueur professionnelle, leur sens du devoir ont marqué à jamais ceux qui ont eu le privilège de collaborer avec eux. En les arrachant à la vie, la violence a voulu faire taire la vérité. Mais leur souvenir, lui, continue de résonner dans les couloirs de la rédaction, sur les ondes de Radio Okapi et dans le cœur de celles et ceux qui croient encore à un journalisme libre, éthique et responsable. En ce 2 novembre, nous pensons à eux, à leur famille, mais aussi à Ghislaine Dupont et Claude Verlon, journalistes de RFI assassinés au Mali en 2013, et à tous les journalistes à travers le monde tombés pour la vérité. Que leur sacrifice ne soit jamais oublié. Que la justice leur soit rendue et que leurs âmes reposent en paix. Autre fait marquant dans ce journal, la ville de Kindu, dans la province du Maniema, accueille ce lundi 3 novembre la 2e édition de la conférence dédiée au secteur des mines, de l'énergie et des infrastructures. Cette rencontre vise à mettre en valeur les atouts économiques de la région dans ces domaines stratégiques, dans le but d'attirer les investisseurs et dynamiser le développement local. À la veille de l'ouverture officielle, Florence Kiza dresse le tableau de cette conférence qui place le bien-être des populations au centre de ses préoccupations. Le Maniema est une province riche en ressources minières, en potentiel hydroélectrique et solaire. Son sous-sol regorge notamment les diamants, les coltans, la cassitérite, l'étain et l'or. Ces potentiels économiques fait que cette province est appelée à jouer un rôle de premier plan dans la diversification économique de la République démocratique du Congo. Cependant, elle fait toujours face à de nombreux défis liés, entre autres, au déficit en énergie électrique capable de booster le développement des infrastructures. Au-delà de tout, le Maniema est une province enclavée et ses infrastructures routières sont délabrées et la population a un faible accès aux services sociaux de base. Il convient de noter que l'exploitation minière artisanale reste la principale activité minière dans la province du Maniema en l'absence d'une exploitation industrielle significative. Bien que cette activité artisanale soit intense, elle ne favorise cependant pas le développement de la province car cette activité n'est pas bien structurée, ce qui constitue un défi majeur. Actuellement, l'essentiel de l'économie du Maniema est centré sur le mine. Dans les Maniema, on trouve aussi des cours d'eau. Des dragues sont visibles sur les grandes rivières de la province, mais la mobilisation des recettes reste très faible dans ces sous-secteurs en raison du manque de moyens alloués aux services de l'État chargés du contrôle et de l'encadrement. D'après les organisateurs de cette conférence, ce sont ces différents problèmes et tant d'autres qui seront examinés au cours de cette 2e édition de la conférence qui ouvre ses portes ce lundi. Plusieurs personnalités du monde scientifique, économique et politique y sont aussi attendus. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi. Le caucus des députés nationaux du Kwilu monte au créneau. Ces élus plaident pour l'accélération de travaux de réhabilitation des infrastructures dans la ville de Bandundu, chef-lieu de la province, qui s'apprête à accueillir en décembre prochain la 13e conférence des gouverneurs accompagnés du gouverneur du Kwilu. Ils ont été reçus ce vendredi à Kinshasa par le ministre des Infrastructures et Travaux publics John Banza pour discuter de cette question cruciale. Les députés Gary Sakata, président du caucus, dressent un état des lieux des infrastructures à Bandundu et insiste sur l'urgence de leur réhabilitation dans l'intérêt de la population. Il est au micro de Grace Hamzati. Il a été prévu que l'on construise 12 km de route dans la ville de Bandundu et il y a une société qui a signé un contrat avec le gouvernement pour ce faire. L'OVD et l'office de route
sont également chargés de colmater certaines routes locales. Mais il y a également la RN17 qui a fait l'objet de nombreux échanges parce que l'on va seulement s'employer à arranger le point chaud qui permettront à ce que ceux qui ne peuvent pas aller en avion ou en rivière ou en fleuve puissent prendre la route RN17. Ça sera en complicité avec le génie militaire qui va être chargé de sécuriser les agents de l'office de route qui vont être employés à le faire. En ce qui concerne l'aéroport est bon, on va seulement ajouter une couche pour permettre à ce que la solidité soit assurée. Et l'hôtellerie dans la ville de Bandundu ne pose pas de problème parce qu'on a comptabilisé plus ou moins 490 chambres. On a également exigé qu'il y ait 2 bacs. Le bac sur le port qu'on appelle le port Bouzala ainsi que sur le port qu'on appelle Nganambo pour permettre la fluidité de la circulation. Près d'une semaine après la déchéance du gouverneur de la province de la Chopo, prononcée lors d'une séance plénière à l'Assemblée provinciale, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, s'est enfin exprimé sur cette affaire dans une correspondance datée du 30 octobre et adressée au président de l'Assemblée provinciale, Mathéus Kanga Londimo. Le ministre déplore le non-respect de certains principes fondamentaux, notamment ceux du contradictoire et de la transparence lors de la procédure ayant conduit à la motion de défiance contre le gouverneur Paulin Lendo Ngolia. Face à cette situation, Jacquemin Chabani appelle le comité provincial de sécurité à veiller à la stabilité des institutions provinciales qu'il considère comme une priorité du gouvernement central. Le point avec Jacques Mokonkole. Cette lettre du ministre de l'Intérieur est une réaction au procès verbal de la plénière du 27 octobre transmis au président de la République pour l'informer de la situation politique dans la province de la Chopo. D'après ce PV, Paulin Lendengolia est déchu de ses fonctions de gouverneur au terme de l'examen de la motion de défiance votée par 18 députés sur les 18 présents à cette séance. De ce fait, il est tenu de lui présenter sa démission dans un délai de 24 heures. Dans sa réaction, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, dit avoir constaté que certains principes n'ont pas été respectés dans cette procédure, notamment ceux relatifs à la contradictoire et à la transparence. Ceci poursuit cette correspondance en violation du mécanisme de fonctionnement et de stabilisation des institutions provinciales signé au terme d'un séminaire organisé à Kinshasa du 2 au 3 septembre dernier. Par conséquent, il enjoint le comité provincial de sécurité à garantir la stabilité des institutions provinciales. Réponse du berger à la bergère, le résultat du vote de l'Assemblée plénière ne peut être remis en cause que par une décision judiciaire contraire, réplique Mathéus Kangalondimo, se référant ainsi au principe de séparation des pouvoirs. Jacques Mkokole, Kisangani, Radio Okapi. Pour rappel, dans le cadre des tensions observées entre certains exécutifs provinciaux et leurs assemblées délibérantes, le ministre de l'Intérieur convoque une grande réunion le 6 novembre prochain à Kinshasa. Sont attendus dès le 5 novembre le gouverneur et vice-gouverneur ainsi que les membres des bureaux des assemblées provinciales. Cette rencontre vise à aborder en profondeur la problématique de la stabilité des institutions provinciales et à proposer des pistes de solutions durables. La plateforme Camp de la République intensifie ses efforts pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Après avoir organisé des matinées politiques et des meetings populaires, elle a tenu ce samedi une messe d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame du Congo dans la commune de Lingwala, Kinshasa. À l'issue de cette célébration, le coordonnateur de la plateforme a lancé un appel fort à l'unité nationale, affirmant que seule la cohésion entre Congolais peut garantir un développement durable et une paix véritable. Les détails avec Blaise Ndongala Mayanda. De nombreux Quinois ont fait le déplacement ce samedi de la cathédrale Notre-Dame du Congo pour participer à ce culte d'action de grâce. Dans son homélie, l'abbé Camille Isika s'est appuyé sur l'évangile selon Luc, chapitre 22, versets 24 à 27, pour appeler les Congolais à faire preuve de justice tout au long de leur vie. Pour ce prélats catholiques, il est essentiel que les plus forts protègent les plus faibles afin de renforcer les sentiments d'unité nationale. De son côté, le coordonnateur du camp de la République a réitéré son appel à la paix, à l'unité et à la cohésion nationale. Freddy Kita estime que le pays a besoin de l'apport de toutes ses filles et de tous ses fils pour assurer son développement durable. Nous sommes des Bantous. Là, ma parole a toujours existé.
Donc, tant que l'homme fixe sur la terre, il y aura toujours des discussions, il y aura toujours le dialogue. Bien que le chef de l'État est en train de tout faire pour que la paix soit une réalité vivante, mais nous aussi, en tant qu'acteurs politiques, peuple congolais, nous avons ce devoir-là d'appeler tout le monde à la paix, à l'unité, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons constaté que c'est l'unité qui peut nous aider à récupérer aussi ces territoires occupés. Le camp de la République s'inscrit dans la dynamique du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs, initié par les évêques catholiques et les pasteurs protestants. Donc santé à Bukavu, l'hôpital général de référence mène une campagne de prise en charge des patients atteints d'hydrocéphalie en utilisant une technique chirurgicale avancée qui ne laisse aucune cicatrice visible sur le corps. L'hydrocéphalie est une affection causée par une accumulation excessive des liquides dans le cerveau, entraînant une augmentation du volume crânien, notamment chez les enfants. À moins de 5 jours du début de cette initiative, l'hôpital a déjà enregistré 37 cas, dont la majorité sont des enfants. Parmi eux, 28 patients ont été jugés éligibles pour une intervention chirurgicale. Le docteur Safari Paterne, neurochirurgien, revient sur les objectifs et les enjeux de cette campagne au micro de Jean Kassami. La campagne de la prise en charge des hydrocéphalies par voie endoscopique a bien commencé depuis le mercredi de la semaine qui est en train de se terminer et elle va s'étendre jusqu'au mercredi prochain. Alors, l'hôpital n'a pas reçu de subsides pour financer cette campagne et donc on essaie de faire avec des moyens de l'hôpital et des malades. Alors, l'hôpital essaie de rendre accessibles les soins en baissant le coût, ce qui est déjà un ouf de soulagement pour les familles. Alors ceux qui sont concernés, ce sont les enfants beaucoup plus. Mais on peut aussi avoir des cas d'adultes qui souffrent d'hydrocéphalie. On fait d'abord le scanner et ça nous permet de sélectionner les malades qui doivent être opérés puisque tous les malades ne sont pas éligibles à cette chirurgie. Certains doivent encore bénéficier de la dérivation qui est l'acte la plus pratiquée. Actualité internationale. Une violente attaque à l'arme blanche a eu lieu hier samedi à bord d'un train reliant Doncaster à Londres. L'incident survenu vers 19h40 heure locale a fait 10 blessés, dont 9 sont dans un état critique selon les autorités britanniques. La police est intervenue en gare de Huntingdon, à environ 120 km nord de Londres, où elle a interpellé 2 suspects. L'un des témoins décrit une scène de panique. Des passagers se réfugiaient dans les toilettes, tandis qu'un homme courait dans les wagons en criant « Ils ont un couteau », le bras ensanglanté. D'autres ont rapporté avoir vu du sang partout. Le Premier ministre Keir Starmer a qualifié l'attaque d'extrême préoccupante et a salué la réactivité des services d'urgence. Les autorités ont précisé que l'enquête est en cours avec le soutien de la police antiterroriste, bien qu'aucun motif terroriste ne soit retenu à ce stade. Le train est resté immobile pour permettre aux enquêteurs de procéder aux analyses. Les identités des suspects et des victimes n'ont pas encore été révélées. L'invité. Kasaï oriental, depuis la semaine dernière, Evelyne Mbata, coordonnatrice des programmes du réseau mondial des femmes baptiseuses de la paix en Afrique, séjourne à Mbujimaï et est venue appuyer le travail du Centre féminin des formations et d'information pour les développements CFID, chargé d'accompagner la mise en œuvre des activités liées à la résolution 1325 dans la province du Kasaï oriental. Au cours de sa mission, elle a rencontré les autorités provinciales afin de solliciter leur engagement dans l'application de cette résolution ainsi que dans le renforcement du réseau des femmes baptiseuses de paix. Evelyne Mbata s'entretient avec Esther Dalafina. Bonjour Madame Evelyne Mbata. Bonjour Madame. C'est quoi les réseaux mondiaux des femmes baptiseuses de paix en Afrique? C'est un réseau qui est basé à New York aux États-Unis, dans lequel vous retrouvez des Africaines comme moi, des Américains bien sûr, des femmes de l'Asie, de l'Amérique latine. On est alignés pour pouvoir parler d'une seule voix des besoins de paix à travers le monde parce que lorsqu'on parle de conflit, les premières victimes ce
malheureusement les femmes et les enfants et les jeunes. De plus en plus, nous attirons l'attention sur les effets négatifs de ces jeunes qui subissent, mais qui peuvent aussi être acteurs en temps de conflit. Donc, nous sommes un réseau qui vient soutenir les autres femmes, les femmes qui travaillent dans le secteur Femmes, Paix, Sécurité, Jeunes, Paix, Sécurité. On vient les soutenir afin que la voix porte plus haut. Donc, nous sommes là pour pousser nos autorités au niveau national et au niveau local pour qu'ils prennent la juste mesure de la valeur de la résolution 1325 et qu'ils puissent y mettre les moyens. Les plans nationaux de mise en œuvre de la résolution sont malheureusement très faiblement financés par les États et donc ça fait qu'il y a des soucis à les mettre en œuvre. Et donc au bout d'un cycle, on ne sait pas correctement évaluer les effets. Mais heureusement, comme c'est une résolution qui est ouverte, donc toutes les actions qui se font par rapport à la participation, à la prévention, la protection et le relèvement dans les pays en situation post-conflit, nous les comptabilisons comme autant d'acquis pour la mise en œuvre de la résolution 1325. Quels sont les programmes développés par ce réseau mondial des femmes bâtisseuses de paix? L'objectif principal pour nous, c'est d'emmener cette résolution au niveau de la communauté. Et c'est ce que nous appelons la localisation, que nous mettons en place partout dans les autres pays. Et ces actions s'accompagnent désormais de la budgétisation, donc des renforcements de capacités donnés aux acteurs pour qu'ils puissent être à même de suivre une fois qu'un budget est voté en faveur de la mise en œuvre de la résolution 1325. Nous parlons de beaucoup de sensibilisation, de quelques actions de relèvement qui se traduisent par des actions humanitaires que nous mettons en place à travers quelques pays. Nous avons fait l'exercice ici au nord et au sud Kivu dernièrement pour soulager les victimes du conflit qui frappe la RDC dans cette zone-là. Et nous travaillons aussi dans le cadre de la protection de l'environnement et c'est un programme sur lequel nous ciblons plus les jeunes qu'ils puissent comprendre la portée de la protection de l'environnement, surtout pour eux, pour leur futur. Donc il y a quand même plusieurs activités qui sont organisées selon quelquefois les besoins du projet lui-même globalement, mais aussi selon les besoins des pays dans lesquels nous sommes. Les activités de vulgarisation et de sensibilisation exigent des moyens financiers. Pour la plupart des fois, les gouvernements présentent le visage des parents pauvres. Comment donc allons-nous atteindre les objectifs? Bon, écoutez, nous, on fait avec les moyens qu'on a. L'espoir que nous avons, c'est que nous semons une graine et que nous espérons que des personnes qui, par exemple, assistent à ce genre de fora puissent aller en parler, mettre en œuvre ce qu'on a discuté. Donc, nous nous appuyons sur ça. Nous avons la chance aussi, dans chacune des formations que nous organisons dans les pays africains, d'avoir les partenaires, l'autorité locale, l'autorité centrale, qui participent à nos activités. Donc, nous savons que d'une manière ou d'une autre, l'information passe au niveau du gouvernement. Donc, nous nous appuyons sur ça. Nous appuyons aussi sur le fait que chaque pays est censé, au bout de l'année, faire un rapport sur les avancées, comme on le fait pour les ODD, comme on le fait pour Nexus ou, je sais pas, tous les autres programmes. Et nous comptons sur ça parce que nous savons que le travail qui est fait par la société civile est capitalisé dans ces rapports-là. Donc, nous n'allons pas baisser les bras. Ce sont des partenaires. Ils peuvent avoir des obligations autres en ce moment, mais nous voyons quand même la progression, surtout en RDC. C'est-à-dire, par exemple, quand vous avez un premier ministre, il faut reconnaître ça. Le nombre de femmes ministres qui augmente, il ne faut pas croire que c'est anodin. Ça a aussi un objectif. Les députés au sein de l'hémicycle, vous voyez que non seulement on augmente en nombre, mais de plus en plus en qualité aussi. Donc, nous espérons que ce genre d'activité contribue à l'atteinte des objectifs fixés par les gouvernants. Madame Evelyne Mbata, je vous remercie. Merci, le plaisir était partagé. Merci beaucoup. C'était Evelyne Mbata, coordonnatrice des programmes du réseau mondial des femmes baptiseuses de paix en Afrique, en séjour à Mbuji-Mayi pour appuyer la mise en œuvre de la résolution 1325 au Kasaï oriental. Ce journal sur Radio Okapi touche à sa fin. Il a été réalisé avec la contribution de toute l'équipe rédactionnelle, mise en onde Alain Ngoy, coordination Jude Mister Bilonda, présentation Gisèle Cage. Retrouvez ces journaux en podcast sur www.radiookapi.net et restez informés via nos réseaux sociaux. À très bientôt. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.